Le marché transfère l'argent des investisseurs impatients aux investisseurs patients. Patience est le maître mot. Hello à toutes et à tous, bienvenue sur Logic Invest. Aujourd'hui, on va faire un deep dive complet des segments d'activité de Microsoft. On va faire aussi la valorisation de l'entreprise. On peut voir qu'elle a une baisse de 10% cette semaine et on va essayer de s'intéresser justement au business de l'entreprise avant de pouvoir faire une vraie valorisation de l'entreprise. Et je ferai ça absolument pour toutes les boîtes où je vais faire de la valorisation. On va faire de l'analyse d'action sur la chaîne. À chaque fois, on fera un deep dive complet des segments de l'activité pour pouvoir faire une vraie valorisation, pour pouvoir connaître les entreprises. Et point important aussi, je vais les faire avec des GDoc. Je vous mettrai le lien dans la description. Les GDoc seront gratuits à vie tout simplement sur la chaîne. Il n'y aura jamais de club, il n'y aura jamais de GDoc payant. Vous pourrez retrouver tout mon travail gratuitement grâce au lien. Et je vais faire même un GDoc participatif où j'espère qu'une grande base de données va pouvoir être récoltée. On va pouvoir se mettre à plusieurs pour faire grandir, évoluer les GDoc, pour qu'on ait un petit peu du skin in the game. Pourquoi pas des gens qui travaillent chez Microsoft, des utilisateurs, etc. de tous les segments des sociétés. Aujourd'hui Microsoft, mais de toutes les sociétés qu'on va analyser pour pouvoir faire un petit peu grossir notre base de données, les faire évoluer, et tout sera toujours gratuit. Vous irez tout simplement dans la description de la vidéo, vous trouverez les GDoc concernant les analyses d'actions précises, et voilà, ça vous aidera aussi pour pouvoir analyser une action. Et pourquoi je fais ça gratuitement? Parce que j'essaye aussi d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Je me dis que si je peux aider les gens, pourquoi pas, à mieux investir l'argent et surtout à comprendre avant d'investir, que ce soit 1 euro ou 1 million d'euros, il faut comprendre dans quelle entreprise on investit. Maintenant qu'on a dit ça, je vais faire un petit disclaimer, ceci n'est pas un conseil d'investissement, chaque personne doit faire ses propres recherches. Et investir comporte des risques de perte en capital. On va passer en plein écran quand même, parce que bon, j'espère que les couleurs et comment dire, la syntaxe d'écriture, etc. vous plaît. J'espère que c'est lisible. J'ai fait quelques petits tests et normalement ça l'est. On va partir sur le premier secteur d'activité. On voit qu'on est sur des revenus de 86,8 milliards de revenus en 2025. 30% des revenus de Microsoft, c'est tout simplement le secteur avec Microsoft Office, Microsoft 365, LinkedIn et Dynamics 365 aussi. On est sur Microsoft 365 avec une belle petite croissance de 13 à 15%, et c'est porté par l'augmentation du revenu par utilisateur, non pas par une croissance de nouveaux clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont un pricing power fort, c'est-à-dire qu'ils peuvent augmenter les revenus, ils peuvent augmenter le prix de l'abonnement. Les abonnements sont stables et personne passe à la concurrence, en tout cas très peu. On a aussi le réseau social LinkedIn, c'est la plateforme professionnelle de réseautage et de marketing. On voit qu'il y a une croissance normalisée entre 9 et 10% entre 2024 et 2025. Avoir LinkedIn commencer à évoluer dans le temps, moi je suis un peu plus sceptique sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'on va avoir, notamment avec si le narratif de l'IA est vrai, on va avoir normalement des cols blancs en moins dans les entreprises, donc des emplois en moins. Donc moins besoin de passer par LinkedIn pour trouver un travail si malheureusement votre travail n'existe plus à cause de l'IA. On a aussi la Dynamics 365, c'est ce qui va être la relation client avec le CRM et la planification des ressources d'entreprise, le RP. C'est la division qui croît le plus rapidement au sein du segment, soulevant de plus de 1% par an. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est un tout petit segment dans le grand segment. Donc on va voir les chiffres après. On va aller voir justement le chiffre d'affaires annuel. On est sur du plus 18% en 2022, on atterrit avec du plus 12, on a quasiment une croissance à 2 chiffres depuis 2022, c'est très très intéressant. Et on a notamment l'introduction des fonctionnalités d'intelligence artificielle IA, notamment Copilot dans les produits Office et Dynamics 365. Et on va voir justement, ça a été fait pour essayer de catalyser une croissance majeure pour l'avenir, permettant d'augmenter la valeur des abonnements. On va voir justement, les amis, si c'est vrai ou pas. Et on va aller voir les principaux concurrents, parce que dès qu'on est dans un segment, on a forcément des concurrents. Et le principal concurrent pour 365 et Team, ça va être Google, avec le Google Workspace. Et je vais pas y arriver en anglais aujourd'hui, my bad. Je m'excuse. On est environ à 45% de marge du marché mondial. Et surtout, on est très fort dans les grandes entreprises. Et dans les grandes entreprises, Microsoft dépasse surtout souvent les 90%. En raison des besoins de sécurité et de conformité. Là où Google, ils sont très forts dans les PME, dans les startups et les secteurs de l'éducation. Et ils ont quand même 44% à 46% de part de marché. Donc on voit qu'on est sur un duopole
pour tout ce qui va être Google Workspace, les docs, les sheets, les Gmail, et pareil chez Microsoft. On a aussi dans le segment Slack, c'est-à-dire que le Slack c'est quoi? C'est le concept de remplacer les emails internes par une communication en temps réel organisée par les canaux de sujets, sujets et projets ou équipes. Donc là on est sur Microsoft avec 41% de part de marché, 320 millions de personnes sur la section Slack, et c'est surtout les grandes entreprises et le secteur public. Là où justement Salesforce qui a racheté justement Slack, on est sur du 18% de part de marché, 48 millions de personnes d'utilisatrices, et on est sur de la tech, de la startup et de l'agence. Et on a le Zoom, c'est tout ce qui est vidéoconférence, Microsoft à 32% de part du marché. Parce qu'en fait, quand vous achetez 365, vous avez tout comment dire, vous avez tout tout est intégré dedans, pardon. On a vraiment tout intégré à Office directement. Là où Zoom, en fait, bah, vous allez payer un abonnement pour Zoom, vous allez payer un abonnement pour le concept de Slack, par exemple, chez Salesforce, alors que sur 365, on a tout qui est inclus dans l'abonnement. Donc ça, c'est vraiment la force de Microsoft. Et on voit que Zoom a une plus grande part de marché parce que c'est beaucoup plus, il y a une plus grande simplicité d'usage. La conclusion, le nouveau verrou de 2026, c'est l'écosystème IA. Pourquoi? Parce que depuis 2025, un nouveau facteur de verrouillage est apparu dans l'intelligence artificielle. Si une entreprise a entraîné une IA interne, Copilot chez Microsoft ou Gemini chez Google, sur ses propres documents stockés dans le cloud, le fournisseur IA devient une mémoire vive de l'entreprise. Donc on a une croissance des utilisateurs. Hop, on va passer sur le petit segment en dessous. On a une croissance des utilisateurs. Pourquoi? Le nombre de sièges d'abonnement payants pour Copilot a augmenté de 160% pour un an, atteignant les 15 millions d'utilisateurs payants. Donc 15 millions d'utilisateurs, c'est pas mal. On voit qu'on a une pénétration de marché d'environ 70% des entreprises ont adopté la solution, bien que toutes ne l'aient pas encore déployée à l'ensemble de leurs employés. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup en fait de postes à responsabilité entre guillemets qui ont déployé qui ont payé pour avoir le copilote, et on a des postes on va dire un peu moins importants où là vous n'avez pas de copilote qui a été payé par l'entreprise. Et on a aussi les agents autonomes, c'est le nouvel argument de vente en 2025-2026. Copilot ne fait plus seulement des résumés de rayons de team, il peut désormais exécuter des processus complexes, agents financiers, agents de vente, et tout ça de manière autonome. Donc c'est quand même un plus. Pour les entreprises, Copilot Studio, le choix est total, les amis. Et c'est là que c'est très intéressant aussi. C'est pour ça qu'il faut faire du deep dive sur les segments de vos sociétés, parce que sinon, comment connaître une croissance future, comment estimer des parts de gain ou pas d'une société si on ne connaît pas exactement ce qu'elle fait, si on ne connaît pas exactement ce qu'elle vend. C'est la grande nouveauté de 2025-2026. Via Copilot Studio et Azure, une entreprise peut désormais connecter ses propres modèles d'IA. Si une entreprise préfère utiliser un modèle open source comme Llama ou Meta ou Mistral, un modèle spécifique pour certaines tâches, elle peut l'intégrer tout simplement dans ses agents Copilot. On n'est plus forcément obligé de prendre ChatGPT pour Copilot. Vous avez aussi Microsoft, on y reviendra plus tard, à développer ses propres solutions d'IA. Donc voilà pourquoi c'est très important aussi ce facteur-là. L'utilisateur final verra alors un agent spécifique, un agent juridique qui tourne avec une autre IA que celle de base, mais Microsoft a désormais ses propres modèles, la famille Phi. On verra ça plus tard. Et en fait, elle est souvent utilisée quand on fait une tâche simple ou locale sur un PC, comme résumer un petit texte, changer un paramètre Windows ou autre, un truc très simple. C'est Phi qui tourne au lieu de ChatGPT 4, et ça économise de l'énergie et ça va plus vite. Et on verra aussi que Microsoft a développé ses propres puces pour mettre dans ses data centers. On y reviendra quand on parlera du cloud. Est-ce qu'on a un switching cost élevé? Bah, bien sûr que oui, parce que partir signifie quoi? Perdre toute cette indexation et cette intelligence accumulée. Le coût de transfert n'est pas seulement administratif, il devient intellectuel. Conclusion, pour un investisseur, cette situation est idéale. Pourquoi? Elle crée des revenus récurrents, extrêmement prévisibles. Une fois qu'une entreprise est chez Microsoft ou chez Google, elle y reste généralement pour 5 ou 10 ans. C'est ce qu'on appelle un moat. Est-ce qu'on a un moat pour ce segment-là? Pour moi, oui. Est-ce qu'on a un switching cost élevé, c'est-à-dire des parts élevées, des coûts élevés pour changer, pour passer par exemple chez Google? Oui, on va le voir plus tard. Et est-ce qu'on a un price power fort? Oui, on peut augmenter ses revenus, on peut augmenter le prix de l'abonnement. Pourquoi? Parce que les gens sont obligés de rester chez Google ou chez Microsoft. On a du coup les clients, les relations clients en CRM et les ressources d'entreprise en ERP. Donc ça, c'est vraiment un petit sous-segment. Voilà, Microsoft, on voit qu'on a que 6% de part par an en CRM. C'est le challenger à plus forte croissance, plus 12% par an, mais Salesforce est le leader incontesté, ultra complet, mais cher. Et sur l'ERP, on a Microsoft toujours dynamique, 4%. Ils sont leaders sur le segment mid-market,
PME, ETI et SAP, c'est le géant mondial pour l'industrie lourde. Et on voit que c'est la fin des silos. Pourquoi dans une entreprise classique, le commercial, CRM et le comptable ERP utilisent des logiciels différents qui ne se parlent pas. Avec Dynamics 360, tout est sur la même base de données Dataverse. Donc là, il y a un avantage aussi pour Microsoft. On a l'avantage de l'IA. En 2026, Microsoft a transformé Dynamics en un système agentique. L'IA peut désormais détecter une rupture de stock dans l'ERP et l'envoyer automatiquement un mail de proposition au client dans le CRM. Donc que ça soit Microsoft ou Google sur cette part-là de segment. Ils vont gagner des parts de marché par rapport à Salesforce, etc. Ils vont arriver à gagner des parts de marché. Et le prix, justement. Microsoft pratique souvent des tarifs bundle groupés. Si vous avez déjà Azure et Microsoft 365, le coût d'ajout de Dynamics est souvent bien inférieur à celui d'un contrat Salesforce ou SAP. Donc, c'est-à-dire quoi? Et c'est pareil aussi avec Google. Vous prenez 365, vous voulez ajouter le Dynamics, et ben ça va vous coûter moins cher si vous êtes déjà sur le coude. Donc en fait, c'est une sorte, entre guillemets, de petite brique qui s'empile. Et en fait, ça a de la force parce que tout le système d'intégration Microsoft fait que vous êtes pas obligé, mais c'est beaucoup plus simple pour vous de rester chez Microsoft et d'utiliser leurs produits. Après, on avait le LinkedIn, comme on l'avait dit. Alors là, on a produit service clé, j'ai plus voulu comparer la plateforme d'emploi en ligne et j'ai pas mis des méta dedans, j'ai pas mis toutes sortes de réseaux sociaux. On voit que LinkedIn, en talent solution, c'est 35% de chasseurs de tête et des cadres, et Indie des glaces d'or, c'est les concurrents. On est à 30% du volume d'annonces, profil et juniors intermédiaires. Qu'est-ce que ça reflète, etc. Etc. Qu'est-ce que ça reflète réellement? C'est Indeed génère environ 66% des candidatures mondiales contre 16% pour LinkedIn. Donc on voit qu'Indeed est vraiment le leader, mais LinkedIn capte une part de revenus plus importante par utilisateur. Pourquoi? Parce que Microsoft ne vend pas juste une annonce, mais un accès à la base de données de 1,3 milliard 100 millions de membres. Un abonnement LinkedIn recruteur coûte plusieurs millions d'euros par an. C'est un modèle de SAS premium. Revenus estimés en RH, uniquement environ 12 milliards sur les 20 milliards de revenus totaux de LinkedIn. Et on va voir que les revenus, par contre, de Indeed, on n'est qu'à 8 ou 9 milliards de revenus. Donc en fait, LinkedIn a vraiment un fort attrait, on va dire, pour les postes stratégiques. Ça va pas être pour le petit col blanc, entre guillemets, d'une société. Ça va être pour des postes vraiment stratégiques. Les chasseurs de tête vont passer sur du LinkedIn pour trouver des postes très spécifiques. Pourquoi personne n'arrive à détrôner LinkedIn? Barrière à la sortie. Un utilisateur ne peut pas se déplacer ses recommandations et ses 500 contacts et son historique de carrière sur une autre plateforme. C'est un switching cost psychologique et professionnel immense. L'avantage aussi avec LinkedIn, c'est l'identity en 2025 avec la prolifération des deepfakes et des faux profils IA. Le badge verified de LinkedIn lié à Microsoft Entra est devenu la seule preuve d'identité professionnelle fiable sur le web. Donc conclusion, sur le segment, pour moi, on a un multidimensionnel. On va revenir pourquoi un petit peu plus tard aussi là-dessus. L'avantage compétitif de Microsoft est devenu systémique. En contrôlant à la fois l'infrastructure Azure, on va y revenir, les outils de travail Microsoft et les réseaux professionnels, l'entreprise a créé un écosystème. On est vraiment sur l'écosystème Microsoft où chaque brique renforce les autres, c'est ce que j'expliquais un petit peu plus haut. Ce n'est plus seulement un fournisseur de logiciels, c'est le système d'exploitation de l'économie mondiale, l'intégration de l'IA à tous les étages, a encore creusé ce fossé, rendant la concurrence incapable de rattraper le retard technologique et industriel. Et surtout, on a des switching costs, comme j'expliquais, quasi prohibitifs. Parce que hier, on restait pour ne pas perdre ses fichiers Excel. Aujourd'hui, on reste parce que l'IA des entreprises a été entraînée sur des années de données internes et courriels et les processus métiers. Partir vers une autre solution ne signifie plus seulement migrer des fichiers, cela signifie rendre l'IA artificielle de l'entreprise amnésique. Donc en fait, ce coût de reconstruction du savoir est un frein psychologique et opérationnel. Donc le taux de rétention des entreprises frôle quasiment la perfection. Il y a très peu d'entreprises qui changent pour aller soit vers Google ou soit vers Microsoft. Donc là-dessus, c'est très costaud. On a un pricing power, pouvoir de fixation des prix quasiment inébranlable. La conséquence directe des coûts de transfert et une incapacité rare à dicter ses tarifs. Donc il matraque un peu les sociétés là-dessus. Dans un environnement inflationniste ou incertain, c'est la caractéristique ultime d'une valeur de fonds de portefeuille, la capacité à répercuter ses coûts en augmentant ses bénéfices, les amis. Et là, on peut le voir, c'est sonnant et trébuchant sur ce segment-là. Le plafond de la valeur perçue et le risque moyen à terme. Le prix de 30 $ par mois repose sur la promesse d'un gain productif massif. Si l'IA de Microsoft Copilot fait gagner 5 heures par semaine, les 30 $ sont acceptables. Mais justement, si toutes les IA du marché, même les moins chères,
font gagner ces mêmes 5 heures. Alors l'IA devient une fonction standard, comme les autres. Comme l'est aujourd'hui le correcteur d'orthographe ou la recherche de fichiers, on ne paye pas un supplément pour un correcteur d'orthographe, on s'attend à ce qu'il soit inclus dans le prix de base. Donc si l'IA devient tout simplement banale, elle risque de passer du statut de produit premium payant à celui-là de fonctionnalité de base gratuite. Donc pour moi, sur le moyen terme, on va dire que parce que Copilot, c'est en plus de 365, c'est environ 30 $. La fonction Copilot a très peu de chances d'être payante sur le long terme, slash 5 à 10 ans. Ça va être surtout quelque chose qui va être inclus dans Microsoft 365. Mais comme on peut le voir, Microsoft n'hésite pas à augmenter ses prix. Donc on voit que pour une utilisation de Microsoft 365, vous êtes relié à 5 ordi, 5 tablettes, 5 smartphones, mais c'est qu'une personne. Donc une personne peut switcher pour 5 ordi, 5 tablettes et 5 smartphones, mais si vous avez 10 employés, vous devez payer tout simplement 10 utilisateurs. Et voilà, donc voilà ce qu'on pouvait dire. Et la menace à long terme pour moi, parce qu'il faut toujours parler de menace, il faut toujours regarder sur le long terme, pour bien justement après qu'on aille valoriser l'action. C'est la fin du logiciel standard. Aujourd'hui, tout le monde utilise Excel ou qu'on soit comptable ou un logisticien, mais dans 10 ans, avec des modèles open source puissants, type Lama7 ou Mistral du futur, on pourrait créer des logiciels sur mesure instantanés. Une entreprise pourrait dire à une IA, génère-moi une interface pour gérer mes stocks et mes communications connectée à ma base de données locale. Pour résumer la situation de manière brutale mais réaliste, Microsoft 360 est devenu l'équivalent de l'électricité ou de la plomberie pour les entreprises. Sur le long terme, remplacer Office est faisable, remplacer tout le système de sécurité et d'identité d'une multinationale est un chantier gigantesque et dangereux que 99% des directeurs d'information ne refuseront de lancer et ne feront pas. Et surtout, on a aussi un effet de réseau mondial, c'est la loi du standard. Si votre client vous envoie un fichier Excel complexe ou une innovation team, vous devez être capable de l'ouvrir. Sans bug, sans bug de mise en page, pardon. Donc pour moi, la conclusion stratégique sur ce segment, c'est le risque pour Microsoft, c'est pas d'être remplacé, mais d'être plutôt une commodité, c'est-à-dire que Microsoft 365 restera la norme, mais deviendra une infrastructure ennuyeuse et invisible, comme payée pour de l'eau, tandis que la valeur ajoutée excitante, et les marges se déplaceront peut-être vers des couches supérieures d'IA spécialisées. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en conclusion stratégique sur le long terme, sur la partie 365. Moi, je trouve que c'est des parts de marché très très intéressantes de Microsoft et surtout, on a un gros pouvoir de fixation des coûts. Personne ne peut vraiment se barrer à la concurrence, ça coûterait énormément de pognon. Donc ça là-dessus, c'est un secteur d'activité très très fort. On voit un 86 milliards de revenus, on a 30% des revenus de Microsoft. Ils ont 3 secteurs quasiment à environ les mêmes pourcentages de revenus, donc ils sont bien étalés là-dessus. À voir un petit peu ce que ça peut donner sur le long terme avec les IA, mais pour moi, Microsoft est très très costaud sur ce domaine. Et on va passer maintenant à l'onglet numéro 2. Ça va être tout simplement le secteur du cloud de Microsoft. On voit que c'est des revenus de 123 milliards sur 2025, 43% des revenus de Microsoft. Donc on voit qu'on a quand même une hausse de ces revenus-là, c'est quand même assez spectaculaire. On va le voir aussi en termes de composants clés du secteur. On a Azure, moteur de croissance, l'offre de cloud public de Microsoft. Si on a un cloud public, on a aussi un cloud privé, on verra ça plus tard. Vous avez les produits de serveurs et les services de conseil et support. On va aller voir un petit peu la croissance du chiffre d'affaires. On est sur une croissance, comme on peut voir, hyper agressif en annuel et on est surtout sur du 2 chiffres depuis 2020 et on avait aussi quelques analystes ont noté, et c'est la réalité, qu'on a une croissance du cloud sur Azure, oui, mais on a une croissance de 45% liée à ChatGPT. Donc il y a des interrogations et on va justement essayer d'y répondre sur ce segment-là, essayer d'y lever. Accrochez-vous, ne vous inquiétez pas, il ne reste plus qu'un segment après on va dans la liste de prix. Mais pour moi c'est important de, encore une fois, je le redis, mais de pouvoir comprendre les segments d'une société et de pouvoir s'interroger sur le futur. Est-ce qu'ils vont pouvoir encore faire croître ce segment-là? Est-ce qu'ils ont des mottes, etc. Et pour moi, pour le premier segment, c'est oui, on va aller voir sur celui-là du cloud. La croissance d'Azure est généralement supérieure à la croissance globale du segment car les revenus produits serveurs sur site tempèrent le taux de croissance global. Le taux de croissance trimestriel d'Azure est souvent maintenu entre 25 et 35% depuis 2020. Mais on a des concurrents, bien évidemment. On a Amazon, les amis. Avec AWS, ils ont 30% de part de marché, c'est le leader historique. On a après en deuxième Microsoft avec Azure avec 24%. On a Google avec Google Cloud à 11%. Et on a le match de la croissance, le moteur du gain, les amis. Le gain et la part du marché ne se voient surtout pas dans la vitesse de développement. Mais pour qu'une entreprise gagne des parts, elle doit croître plus vite que la moyenne du marché, qui est d'environ 25% par an.
On voit qu'Azure croît à une vitesse de 39%. On a Google qui est à une vitesse de 34% et Amazon à une vitesse de 20%. Conclusion, Microsoft croît presque 2 fois plus vite que les leaders à ce rythme. Plusieurs analystes de CNBC et Forbes prédisent qu'Azure pourrait égaler ou dépasser AWS en revenus d'ici la fin de l'année 2026 ou 2027. Et sachant qu'en termes de revenus sur le dernier trimestre, le cloud chez Microsoft, ça pèse 50 milliards par trimestre. Je ne sais pas si on se rend compte un petit peu de la dinguerie, 50 milliards. Et on a aussi du cloud de privé. Et là, vous allez voir qu'on n'a pas beaucoup d'acteurs. On a Broadcom qui a racheté VMware pour, je crois, 27 milliards, si je ne dis pas de conneries. On a 38% de part de marché estimée. Elle est en recul, plus de confiance. On a Microsoft en deuxième avec 24% de part estimée. Une forte croissance, pardon. Et on a Nunatix avec 14% et elle est en pleine explosion. On verra pourquoi. La stratégie des acteurs, Broadcom, la stratégie de la rente, depuis le rachat par Broadcom, VMware pardon, et non VMware, a radicalement changé. Sa stratégie de simplification drastique de l'offre et d'augmentation massive des prix, passage forcé à l'abonnement, ils se concentrent sur les 2000 plus grandes entreprises mondiales. Objectif, ils veulent maximiser leurs produits, leur profit sur une base de clients captifs qui ne peuvent pas migrer rapidement. On va le voir, pour migrer aussi sur le cloud, c'est très 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 compliqué. Et on a Microsoft Azure, c'est la stratégie d'unification. C'est l'acteur qui menace le plus le trône de VMware en 2026. Ils veulent faire disparaître la frontière entre le public et le privé. Avec Azure Arc, vous gérez vos serveurs privés exactement comme si c'était du cloud public. Microsoft propose d'installer des modèles d'IA directement sur les serveurs privés des clients. C'est l'argument ultime pour les banques qui refusent que leurs données sortent des murs. Et ça, Microsoft va pouvoir s'implémenter dans les banques. Là où, où on le voit, on n'a pas de... on n'a pas d'AWS, on n'a pas de Google sur le cloud privé. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas allés sur ces secteurs-là. Ils sont, on va dire, ils sont restés sur le cloud public. Et on n'a que Microsoft qui est sur les deux, qui est sur les deux segments. Le cas unique de Microsoft, c'est là que la stratégie de Microsoft prend tout son sens. C'est le seul acteur qui réussit à être dans le top 3 des deux mondes, en public avec 25% et en logiciel privé. Ils fournissent le logiciel que les entreprises utilisent sur leur propre serveur depuis 20 ans. Quand une entreprise veut quitter le cloud de public pour revenir dans le privé, ce qu'on appelle le cloud repatriation, une tendance forte en 2025, elle quitte souvent AWS ou Google pour retourner vers des solutions Microsoft ou Nunatix, car ce sont les seuls qui offrent cette liberté logicielle. On a les logiciels d'entreprise SAS et les services spécialisés. En plus de la concurrence directe sur l'infrastructure, Microsoft fait face à des rivaux dans des domaines spécialisés, notamment la cybersécurité. Et là, quand j'ai fait un petit peu ce boulot d'essayer de comprendre les revenus de Microsoft, j'ai halluciné sur les revenus en cybersécurité de Microsoft par rapport à Palo Alto et CrowdStrike, des acteurs qui sont vraiment hyper forts en cybersécurité. Et on voit que Microsoft a des revenus en cybersécurité de 42 milliards estimés pour 2026. Avec Defender, Sentinel et Entra. Palo Alto, on est sur du 11 milliards avec Next-Gen Security et Consolidation. Et CrowdStrike, on est sur du 5 milliards. C'est quand même... Microsoft fait mieux que les deux réunis quand même sur le secteur de la cybersécurité. Je ne savais pas du tout qu'ils avaient autant de revenus là-dessus. En intégrant la sécurité directement dans Word, Excel et Teams, Microsoft rend ses logiciels indispensables. Une entreprise qui utilise Office 365, comme on a vu le dernier segment, a tout intérêt à prendre la sécurité Microsoft plutôt qu'acheter un logiciel tiers comme CrowdStrike, car l'intégration est native. Donc en gros, les mecs, ils se font pas chier. T'as du 365, tu restes dans l'infrastructure Microsoft, point barre. Microsoft génère plus de revenus que CrowdStrike et Palo Alto. Et justement, ça fait partie de la résilience. En cas de crise, une entreprise peut réduire son budget marketing ou son budget recrutement, mais elle coupera jamais son budget cybersécurité. À l'heure du tout IA, ça fait vraiment sens quand on veut investir dans une boîte de se dire qu'elle fait de la cybersécurité. Elle a ces logiciels qui sont vendus, que ce soit Office 365 ou autre, qui proposent de la cybersécurité avec Microsoft. Ils n'ont pas besoin d'un tiers et ça fait vraiment la diff. On a l'avantage compétitif. Voilà, bon, bah ça après, je ne vais pas forcément le détailler, c'est pas hyper intéressant. On a le mode du cloud des hybrides et des entreprises. Alors, AWS domine le marché des startups et des entreprises nativement cloud. Microsoft domine l'espace des grandes entreprises, le top 500 et le secteur public grâce à quoi? L'hybride cloud et l'intégration on a le coût du cloud public, parce que j'aime bien avoir un petit peu une notion de coût
pour savoir si augmenter ces coûts-là, c'est possible ou pas. Quand vous avez ASML qui vend une machine, et je dis un chiffre totalement au hasard, 12 millions, ça va peut-être pas être évident pour elle de l'augmenter à 15 millions. Par contre, quand vous vendez des coûts pour une PME à 180 euros par mois, admettons, ça va être très facile de les passer à 200, 250, voire 300. Et vu le nombre d'utilisateurs, ça va être très facile de commencer à rapporter pas mal de croissance de revenus. Donc ça va être important aussi pour la valo. Donc voilà, pour une grande entreprise, les budgets dépassent souvent 500 000 balles par mois, mais là c'est sur les grosses boîtes. Et le cloud privé, c'est pas très cher en vrai, mais surtout qu'il faut acheter tous les serveurs en fait. Dell, HP, etc. Ce qui représente un investissement initial énorme, mais ça va être pour les banques, etc. Donc ça, c'est pas très grave pour elles. Mais on voit que voilà, le cloud privé, il n'y a pas énormément de pognon à se faire. C'est pour ça que Amazon et Google, ils vont pas forcément, c'est qu'il n'y a pas des milliards et des milliards à se faire. Même si, et là justement, on va parler un petit peu du coût du switching cost pour le cloud, même si les frais de transfert des données sont gratuits, le coût humain pour tout reconfigurer chez Amazon ou Google est estimé à 3 à 5 fois le coût annuel de l'abonnement. Donc pour faire simple, si Microsoft augmente ses prix de 10%, cela coûte 15 000 euros de plus par an pardon, à une PME, mais partir chez le concurrent lui coûterait 60 000 balles. En consultant et en tant ingénieur, l'entreprise choisira de payer l'augmentation. Donc voilà, ils peuvent en plus augmenter, c'est pareil pour Google, c'est pareil pour AWS, mais ils peuvent augmenter leur prix d'abonnement. On est quasiment sûr que les entreprises ne choisiront pas d'autres de partir chez les concurrents. Ça va être quasiment très très compliqué. Et l'IA est tout simplement le turbo d'Azure. Si on regarde la croissance totale du chiffre d'affaires d'Azure, qui tourne également autour des 30%, comme on l'a dit, les parts attribuées au service d'IA est devenue colossale. On voit que justement l'IA et ChatGPT, c'est environ 12 à 15 points de pourcentage de cette croissance. Donc il y a eu des signaux un peu entre guillemets d'alarme en disant oui attention, ChatGPT devient le seul vecteur de croissance d'Azure. C'est pas vrai. On voit qu'il y a quand même une croissance de 18 à 20% sans parler de ChatGPT, mais on est quand même sur du 40% de la dynamique de croissance actuelle d'Azure. C'est du jamais vu pour une nouvelle tech en si peu de temps. Si demain je vais y arriver, hein, OpenAI disparaît ou si Microsoft arrête ChatGPT, que faire des milliards de dollars de serveurs installés? Sont-ils bons pour la casse? Et justement, quand on fait ce travail-là, il faut se poser toutes ces questions. Il ne faut pas seulement se dire, OK, Microsoft fait ci, c'est ça, c'est bien, il y a un mot, mais il y a toujours un risque. Il faut l'évaluer, ce risque. Ils ont plusieurs options. Louer la puissance aux concurrents. Tout simplement, Microsoft a déjà transformé Azure en une plateforme neutre. Les serveurs qui faisaient tourner ChatGPT hier, ils peuvent faire tourner Llama 4 ou Mistral demain. Pour Microsoft, ça ne change rien. Tant que le client paye pour utiliser la puce, peu importe le modèle qui tourne dessus. On a aussi la recherche scientifique et industrielle, c'est le marché qui est actuellement affamé, parce que l'IA monopolise toutes les puces. Toutes les puces sont faites pour de l'IA, de l'IA, de l'IA. Il y a beaucoup d'autres secteurs qui aimeraient aussi utiliser la puissance de recherche, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas. Parce que l'IA a tout le pognon et que c'est pas intéressant pour l'instant de la mettre au profit de la recherche scientifique ou industrielle. Donc on peut voir que si ChatGPT a un peu du plomb dans l'aile ou autre, horizon 5 à 10 ans, on voit que Microsoft, avec les énormes investissements en CAPEX qu'ils ont fait, ils ont le pouvoir, de faire tourner leur data center, il n'y aura pas de problème là-dessus. Et après, il y a l'IA interne de Microsoft, comme on a dit. Microsoft a tout simplement ses propres puces maison, et au lieu de payer une marge à OpenAI, Microsoft garderait 100% de la valeur. Techniquement, c'est juste une réallocation des ressources internes. Ils développent leur propre modèle avec Phi et Turing. Il y a deux systèmes. Et on a un vrai changement, et ça c'est très important, c'est remplacer le matériel, projet Maya. Il y a une nuance importante, Microsoft veut aussi remplacer le contenu physique des data centers à long terme. Actuellement, ils achètent des puces Nvidia très chères pour le futur, mais Microsoft a ses propres puces, Azure, Maya, alors, ça doit être la Maya 200, enfin il y a deux puces exactement. L'objectif c'est plus dépendre d'Nvidia à 100%. Il y aura toujours des puces Nvidia. Nvidia ne va pas couler, même si Google fait ses propres puces, si Amazon fait ses puces et si Microsoft fait ses puces. Ça va être des puces. Dans le cas de Microsoft, ça va être par exemple pour le traitement de tests, etc., pour des tâches un peu plus simples et pour surtout aussi ne pas avoir besoin de ChatGPT. Ne pas avoir besoin d'OpenAI sur du long terme, pouvoir se passer de cet acteur-là. On a aussi, petit à petit, quand les puces Nvidia seront usées, 3 à 5 ans, Microsoft les remplacera par des puces Maya fabriquées par Microsoft. Cela augmentera leur marge bénéficiaire car ils ne paieront plus la taxe Nvidia. Ils le feront avec parcimonie, quelques petites touches. Ça ne sera pas tout leur data center, on va y revenir.
Le pari aussi du nucléaire. Pourquoi? Parce qu'on a aussi une question sur le cloud. Comment arriver à... Il y aura une barrière énergétique. On le sait, les États-Unis n'ont pas des infrastructures énergétiques de dingue. Il y aura un problème sur les investissements futurs. On parle sur horizon 3 à 5 ans d'énergie. Donc c'est quoi la stratégie de Microsoft? On a un contrat qui a été signé avec une centrale nucléaire, tout simplement. Pendant 20 ans, c'est du jamais vu. Ils vont acheter 100% de tout ce qui va être produit par la centrale nucléaire. Mile Island. Ils ont aussi une tech avec les SMR, les Small Modular Reactor, comme Google. Microsoft recrute massivement des ingénieurs nucléaires pour développer une stratégie autour des petits réacteurs modulaires. L'idée est d'installer des mini-centrales nucléaires directement à côté des data centers. Et ils ont un autre pari, le Moonshoot. La fusion nucléaire, c'est le pari le plus risqué, mais potentiellement le plus rémunérateur. Ils ont une stratégie avec Elion Energy. Ils ont signé un contrat commercial pour de l'électricité issue de la fusion nucléaire et non de la fission de la fusion nucléaire. Elion a promis de livrer de l'électricité en 2028. Si cela fonctionne, c'est une énergie illimitée et propre. Si ça échoue, Microsoft perd juste son temps et surtout son investissement initial. Mais ils veulent être les premiers services si la technologie aboutit. Donc on voit qu'ils n'ont pas mis tous leurs œufs dans le même panier. Ils ont 3 stratégies différentes. Le premier, ça va être déjà d'acheter à la centrale nucléaire, à Mile Island. Le deuxième, ça va être les SMR. Ça sera pas pour tout de suite, ça. Et le troisième, ça sera Moonshoot pour voir si en 2028, si ça marche, là, ils auront touché et ils seront en avance par rapport à AWS et Google là-dessus. Si le projet Elion réussit, ça va être très très efficace pour eux et ils auront énormément réduit leur marge, augmenté leur marge opérationnelle. L'autonomie et l'efficacité, et ils vont aussi réduire entre guillemets la demande. Pourquoi? Parce que les puces Maya consommeront moins que les puces Nvidia. Ils font du refroidissement liquide et les batteries locales pour stocker l'énergie solaire le jour et utiliser la nuit, réduisant la tension sur le marché local. Maintenant, on va aussi parler, en parlant du cloud, il y a deux secteurs qu'il faut parler. C'est le secteur du véhicule autonome et le secteur de la robotique. On pourrait croire que Microsoft n'y est pas pour l'approche de la conduite autonome. On sait que Google est parti sur Waymo, Tesla a sa stratégie aussi. Et là, on a Wave. Wave ils ont investi dans Wave, Microsoft. Comme Tesla, Wave utilise principalement des caméras, mais Wave va plus loin. Le RIA est conçu comme un modèle de langage type GPT appliqué à la conduite. Elle n'apprend pas des règles de conduite, elle apprend à comprendre son environnement. Wave a prouvé qu'une voiture entraînée à Londres pouvait conduire à Tokyo ou New Delhi, presque immédiatement, sans carte préalable. Donc on voit que Wave a levé plus d'1 milliard de dollars en prix de SoftBank, Nvidia et Microsoft. C'est la validation ultime entre guillemets. Ils ont un contrat avec Microsoft. J'ai pas trouvé la date exacte, mais c'est entre 5 et 10 ans. C'est-à-dire que Microsoft, la technologie Wave pour les voitures autonomes sera sur le cloud de Microsoft au minimum entre 5 et 10 ans. Après avoir le partenariat. Ils ont un partenariat avec Uber aussi. Uber a choisi Wave pour lancer des projets, des essais robotiques de robotaxi, je vais y arriver. De niveau 4 à Londres ce printemps 2026, c'est une attaque directe contre Waymo sur le sol européen. Ils ont un accord avec Nissan. En fait, ce que va faire Wave, c'est qu'en gros, ils vont pouvoir vendre leur logiciel, entre guillemets, de voitures autonomes à tous les constructeurs. Les constructeurs ne pouvant pas non plus, à part Tesla, mais les 3 quarts des constructeurs n'ont pas de technologie pour rendre leur voiture autonome. Ils vont pouvoir acheter à Wave cette technologie-là et Microsoft a un contrat avec Wave. Ils sont entre guillemets actionnaires dans la société. Donc là-dessus, ça peut rapporter aussi des parts de marché. Donc quand on dit oui, Google a Waymo et tout, mais il faut aussi prendre en compte que Microsoft a des parts dans Wave et ils ne sont pas du tout largués dans la conduite autonome. Ce que je pensais moi au début, je ne pensais pas du tout qu'ils avaient une part là-dedans. Et on va voir pour moi le secteur le plus excitant, c'est que Microsoft veut que Windows ou Azure soit le standard qui fait tourner les robots comme Windows a fait tourner les PC. Et un partenariat avec Figure AI. Microsoft a investi massivement dans Figure AI, l'un des leaders des robots humanoïdes. Le deal est simple, Figure construit le corps et le métal. Microsoft fournit le cerveau. On voit que Microsoft se positionne comme le fournisseur universel, que ce soit Mercedes, General Motors ou Figure AI,
qui gagnent la course, ils auront tous besoin de la puissance de calcul d'Azure et des modèles d'IA de Microsoft pour fonctionner. Donc c'est pour ça que Azure, AWS et le cloud de Google vont cartonner dans les années à venir. C'est que tout le monde aura besoin de plus de place dans le cloud tout simplement et plus de puissance de calcul. Parce que là on ne parle pas d'une petite IA pour un petit checkbox. Hein. La conduite autonome, c'est énormément de puissance de calcul. Donc c'est des data centers énormes. Donc c'est vraiment une croissance de dingue. La fabrication automobile, leur plus grand succès, voilà. C'est pour Figure AI, hein. On voit qu'ils sont déjà à la tâche. Hein. Le robot intègre des pièces de tôlerie avec une précision millimétrique dans des montages avant soudure avec BMW. Et en 2025, les robots Figure ont participé à la production de plus de 30 000 véhicules DX3 dans l'usine de Spartanburg. Ils travaillent désormais sur des cycles complets de 10 à 20 heures. Donc on voit qu'ils travaillent déjà actuellement, hein, c'est pas dans 15 ans. On voit que c'est de la robotique de logistique, ça c'est très important. On a aussi justement la logistique et l'entreposage. On a Figure 03, hein, donc un robot qui est conçu pour résoudre la pénurie de main-d'œuvre dans les entrepôts. On a aussi des tâches ménagères complexes, leur nouvel horizon. Donc c'est la grande annonce début 26 avec le modèle Figure 03 et son nouveau cerveau IA baptisé Helix développé avec l'aide de Microsoft et OpenAI. C'est un robot domestique avec une autonomie totale. On va voir exactement ce que ça va donner. Et justement, ce qui est bien, c'est qu'avec tout le microcosme Microsoft, le robot a son propre compte Team. C'est l'évolution la plus spectaculaire. Un robot humanoïde sur une chaîne de montage peut désormais être ajouté dans un canal Team avec Microsoft 365, avec tout ce qu'on a vu avant. Le cas d'usage, si le robot rencontre une anomalie, une pièce de BMW par exemple mal fixée, il ne se contente pas d'allumer une lumière rouge, il envoie un message dans le canal. Et l'équipe de maintenance, avec une photo de l'erreur et un résumé, peut générer par copilote. Et on peut avoir une interaction du style l'ingénieur peut répondre au robot sur Team, etc., etc. On a le robot qui alimente vos rapports Excel et Power BI. On a aussi piloté le monde réel depuis Outlook et Word. Vous pouvez rédiger un planning de maintenance dans Microsoft Planner. Les agents de Microsoft 360 traduisent ce planning en instructions de déplacement pour la flotte de robots. Et vous voyez qu'en fait, tout est intégré dans l'interface Microsoft. Et c'est ça qui fait vraiment que l'entreprise est très intéressante. Et pourquoi c'est le verrou absolu Microsoft ? Parce que c'est une entreprise, tout simplement, si elle utilise Azure pour entraîner le robot, elle va utiliser Figure AI pour le corps du robot et Microsoft 365 pour les équipes humaines. Alors que le robot est fusionné avec les entreprises, changer de robot pour un concurrent comme Tesla, l'Optimus de Tesla, signifierait non seulement changer de machine, mais aussi devoir écrire toutes les automatisations de team par rapport les rapports Excel et les workflows de l'entreprise. Donc on voit que en gros, c'est vraiment ça qu'il faut retenir avec tous ces segments. C'est qu'une fois que tu es imbriqué dans Microsoft, c'est un peu une tentacule. Hein. Une fois que tu commences à être imbriqué dedans, tu es complètement prise par la tentacule et c'est très compliqué pour une société d'en sortir. Donc c'est ça qui est très intéressant, même si c'est peut-être pas les meilleurs produits. Une fois que tu commences à les utiliser, et c'est ce qui se passe pour la majorité des sociétés, c'est très compliqué d'en sortir. Et on voit qu'ils sont là à tous les niveaux. Et ils peuvent augmenter justement ses coûts parce qu'une société va peiner à sortir de tout ça. Donc voilà pourquoi c'est important de savoir et de connaître les segments. On arrive sur le segment le plus facile, le plus simple à décortiquer. Ne vous inquiétez pas si vous avez tenu jusque-là, bravo. On arrive au segment 3, la présentation on va passer là, du More Personal Computing. C'est le segment, on va dire, historique de Microsoft. On va voir les sous-segments, 74 millions de dollars de revenus et 25% de part de revenus de la société. On a du Windows, on a des appareils, les Game Surface, etc. Les jeux avec Xbox et recherche et publicité. On peut aller voir un petit peu la croissance. On a quand même une belle croissance, hein, même si c'était un secteur entre guillemets historique, un secteur où on peut penser qu'on n'a pas énormément de croissance, on a quand même de la croissance. On a les concurrents et on a surtout la stratégie d'Xbox. La stratégie long terme de Microsoft, c'est de plus faire la guerre à Sony dans le hardware, mais à acheter les studios et à gagner de l'argent, peu importe sur quelle plateforme le jeu est vendu. Et on va voir justement que c'est intéressant de regarder un petit peu les secteurs. Le jeu vidéo, en estimation de revenus sur 2025-2026, on est sur du 200 milliards de revenus. Ça dépasse le streaming et le cinéma cumulé. Donc le jeu vidéo, c'est pas un segment acheté à la poubelle, c'est un segment hyper lucratif et c'est un segment qui n'arrête pas de croître. Donc là aussi, on a Microsoft qui est dessus.
On a ses concurrents Amazon qui ne le sont pas, Meta n'y est pas, Google n'y est pas, ils ont tout simplement, surtout Amazon, ils ont essayé à un moment de se positionner dessus, ils se sont pris une cartouche, ils sont partis, terminés. On voit que les concurrents c'est Sony, Nintendo, et on a Steam, etc. sur tout ce qui va être PC. Et la stratégie, on l'a dit, hein, c'est que Microsoft mise sur le service par abonnement, le Game Pass, et le multiplateforme PC, cloud, console, téléviseur pour diversifier ses revenus au-delà de la seule vente de consoles. Et justement, moi, ce que j'ai retenu, c'est le tournant de 2026, c'est l'arrivée sur Google TV à essence du Game Pass, les amis. Donc là, vous allez tout simplement acheter votre télé, vous allez prendre n'importe quelle marque, dès qu'il y aura dès que vous aurez votre Google TV, notamment sur les iSense, et il y a plusieurs marques, vous pouvez tout simplement jouer à votre Call of, qui va être dans votre Game Pass Ultimate. Vous allez allumer votre télé, vous allez aller sur le Game Pass, vous allez payer votre abonnement Ultimate et vous allez pouvoir jouer sans acheter une console. Et ça, pour moi, dans le futur, ça va être des parts significatives de revenus en plus. Vous allez avoir besoin de quoi? Un Game Pass Ultimate, on l'a dit. Alors par contre, pour l'instant, vous avez une résolution qui sera limitée au 1080p ou au 1440p, même si le téléviseur est 4K. Pour du cloud gaming, ça sera ça pour l'instant. Et le son, ça sera pareil, hein, vous serez limité au stéréo et au surround classing, le Dolby Atmos étant plus complexe à gérer en streaming pur. Pour l'instant, ça ne sera pas possible. Donc, ça va freiner peut-être un petit peu les puristes au départ, mais clairement, le truc, il est simple à comprendre. Hein. Tu achètes ta télé, tu auras ton Game Pass dispo sur toutes les télés, sur tous tes écrans. Donc en fait, tu n'auras plus besoin d'acheter la PS5 ou la Xbox 12 ou la PS25. Tu vas acheter ta télé, tu auras ton Xbox Game Pass, tu auras certainement l'offre de comment ça s'appelle, l'offre de PlayStation, tu auras peut-être ton Epic machin ou je sais pas quoi. Et c'est quand même extrêmement prometteur pour Microsoft quand même, parce qu'ils ont notamment acheté beaucoup de studios. Donc en fait, ils ont les jeux Day One. Quand tu achètes ton Game Pass, tu as ton Call of Day One avec Ultimate. Là où sur PlayStation, c'est pas le cas en fait. T'as pas les jeux gratos Day One. Donc on voit que le nombre total d'abonnés payants, c'est 35 millions à 37 millions. On a 68% des membres qui sont abonnés à l'offre Ultimate, l'offre la plus chère, car c'est désormais la seule offre qui permet d'accéder aux nouveaux jeux le jour de leur sortie, comme je vous l'explique. On a maintenant la branche Windows avec Microsoft et Apple, hein, les OS. Donc on voit que Microsoft domine, Apple est deuxième. On a la révolution AIPC, mais en vrai, c'est pas forcément une révolution. Ils ont ajouté un petit bouton IA sur les PC, ça n'a pas fait exploser la vente de PC pour Microsoft. On a recherche et publicité, on va pas passer 10 plombes là-dessus. On voit que Google domine le marché. Microsoft fait ce qu'il peut, hein. Mais clairement, il n'y aura pas de part de marché. Ils vont pas prendre de part de marché du tout à Google dans ce segment. Est-ce que le segment existera encore avec l'IA? Ça, c'est toute la question qu'il va falloir se poser le jour où on fera un deep dive sur Google. Alors moi, ma conclusion sur le segment, c'est qui sert deux objectifs pour Microsoft. Je vais y arriver, excusez-moi, la monétisation du loisir et Windows comme vecteur de distribution. Hein. Ils veulent tout simplement distribuer du Windows 11, sert désormais de panneau publicitaire géant pour pousser les autres produits, tout simplement la recherche Bing, le stockage OneDrive et surtout Copilot. Tant que Windows garde 73% de part de marché, Microsoft garde l'accès à l'utilisateur final. J'ai mis quelques réserves, entre guillemets. Le Paris Gaming, ils ont mis 69 milliards sur Activision Blizzard, parce qu'il y avait très peu de croissance organique du secteur. On avait l'échec matériel, l'aveu de faiblesse et recul constant des revenus sur la gamme Surface et l'effondrement des ventes de consoles. Donc voilà pourquoi ils ont tout simplement switcher sur un Game Pass, parce qu'ils savent que sur console, ils se font destroyer en fait. Microsoft se fait défoncer sur la vente de consoles par rapport à Sony. C'est clair, simple. Bing et l'IA, beaucoup de bruit, voilà ce que je disais. Hein. Malgré l'intégration précoce et coûteuse de ChatGPT dans Bing, Google détient toujours 90% du marché. Donc clairement, ils ont dépensé des milliards de puces IA dans Bing, mais ça n'a rien rapporté à Microsoft. Microsoft ne fait pas toujours les meilleurs choix, comme on le voit. C'est pas la meilleure entreprise du monde. On le voit, ils font des erreurs comme toutes les autres et ils ont dépensé des milliards pour que dalle. La monétisation des données gaming. Alors là, on va voir, et c'est très important, et après c'est fini. Le cloud gaming génère une quantité astronomique de données sur le comportement des utilisateurs, réactions, etc. Ils vont pouvoir entraîner l'IA grâce à ça et surtout faire des publicités ciblées. Microsoft prépare en 2026 des offres de cloud gaming gratuites. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie, la cloud gaming gratuit? Attendez, on va voir un petit peu comment ça fonctionne.
Alors, le fonctionnement pour le joueur, contrairement à l'offre Ultimate, ce service permet de jouer à des jeux sans abonnement mensuel, mais avec des contreparties. En fait, vous allez vous taper une pub avant de pouvoir lancer votre Game Pass. Est-ce que ça va marcher? Je suis très sceptique. Vous avez des limitations de session. Le catalogue, cette offre s'adresse surtout à des joueurs qui possèdent déjà des jeux numériquement, mais qui n'ont pas de console. Pour tester des jeux gratuits comme Fortnite, monétiser les heures creuses, ils essaient de faire ça pourquoi? Le serveur Azure dédié au gaming sont souvent sous-utilisés pendant la journée quand les gens travaillent et offrant un accès gratuit. Pub, Microsoft remplit ses serveurs 24 sur 24. La publicité paye l'électricité et la maintenance de ces serveurs inoccupés. Donc en gros, c'est pour essayer de gagner un peu d'argent quand vous avez des serveurs inoccupés la nuit. À voir ce que ça donne. Les données publicitaires récoltées via les jeux, très précieuses sur les goûts des jeunes générations, sont croisées avec les outils marketing de Microsoft. Cela permet de vendre des espaces publicitaires beaucoup plus chers sur le web classique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, sur le long terme, on va se choper des pubs sur le Game Pass. Une fois que vraiment on sera... que tout le monde aura ça sur sa télé, qu'il y aura des millions et des millions d'utilisateurs, ils vont commencer à nous mettre des petites pubs par ici, par là, à droite et à gauche. Peut-être qu'avant de lancer ton jeu, bah, tu vas te prendre 30 secondes de pub si tu as le Game Pass Ultimate 1 et pas l'Ultimate 2. Mais est-ce que vraiment on aura le choix? Je ne pense pas, mais c'est encore des parts de marché que Microsoft va devoir prendre. Et on va voir si justement ce pari de Game Pass sur PC, sur les téléviseurs, on va voir si ça prend son sens ou pas. Ou s'il y a encore une place pour les marchés consoles. Il y aura une place pour Nintendo, ça j'en suis sûr. Pour Sony, il va falloir se poser la question. Et est-ce que Microsoft va continuer son rachat son rachat, et on va sortir d'ici, son rachat de créateurs de jeux, d'éditeurs de jeux, ça à voir. Il va falloir regarder comment ils évoluent. Mais voilà ce qu'on pouvait dire des 3 segments. On a fait vraiment un vrai deep dive. Moi, à chaque fois que maintenant, à chaque fois que j'investis dans une entreprise, je veux avoir ces renseignements. Que ce soit investir 1 euro ou investir 100 000 euros, je veux savoir dans quoi je mets mon pognon. Donc encore une fois, tout est dispo en description de la vidéo. Vous aurez tout gratuit et vous aurez tous les deep dives gratos de toutes les actions sur la chaîne à jamais. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça aiderait le référencement de la vidéo, n'hésitez pas à aller partager ces vidéos sur vos réseaux pour me faire connaître et faire connaître la chaîne au plus grand nombre. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment procéder Microsoft, on a une vraie vue sur ses revenus, on a une vraie vue sur la croissance de ses revenus, et justement on va pouvoir aller dans l'onglet valorisation, et on va pouvoir, au lieu d'aller au doigt mouillé, regarder les prévisions qu'on nous donne sur les bénéfices par action, et le multiple final, on va pouvoir le faire nous-mêmes. Et je vais vous expliquer et je vais vous donner mon prompt, comment je le fais. Donc, c'est simple, calcule-moi avec une croissance du CA. Donc pour moi, je vais vous expliquer ma méthode de calcul. On voit qu'en termes de revenus, on va se mettre sur 3 ans, on est à 12% en CAGR estimé, enfin pas estimé, mais sur les 5 dernières années, on est à 14, les 3 dernières années, on est à 12, la dernière année, on est à 14. Moi, ce que je vais prendre pour les 5 prochaines années pour faire ma valorisation, on va être ultra conservateur. Même si on voit que c'est une belle entreprise, même si on a compris ces segments, il faut toujours acheter une très belle société à un prix correct. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends une croissance de CA de 12% en CAGR par an, de 2025 à 2030 sur 5 ans, sur une base de son CA actuel, une marge nette de 34,5% en moyenne. Comment je la trouve ma marge? Je vais sur l'onglet marge, ici. Je me mets sur 5 ans. On voit qu'on a des marges qui augmentent, une marge opérationnelle qui augmente. On sait, grâce au travail qu'on a réalisé sur le deep dive de Microsoft, on sait que les marges vont normalement tendre à augmenter grâce aux puces. Mais on a des dépenses en CAPEX qui sont aussi énormes. Donc moi je table en étant conservateur sur une baisse de la marge nette en moyenne de 36,15. Moi j'ai passé à 34,5. Avec ce résultat des bénéfices nets, calcule-moi les bénéfices par action et leur croissance en CAGR sur la période. Et pour calculer tout ça, il faut une base de... il faut les actions en fait. Une fois que vous avez, c'est simple, hein, pour trouver vos bénéfices par action, vous passez du chiffre des revenus avec les marges, vous avez vos bénéfices. Les bénéfices, il vous faut vos nombres d'actions pour calculer vos bénéfices par action. Point barre. Donc moi, une fois que j'ai fait ce petit calcul, qu'est-ce qui m'a fait mon petit Gemini? C'est assez marrant d'ailleurs de faire un deep dive sur Microsoft en utilisant Gemini. Donc hop, on a vu ici. Donc alors attendez, je reprends. Hop. Donc mon petit calcul magnifique qui a été fait.
il a été... Alors attendez, parce que je suis un peu paumé là. Qu'est-ce que j'ai fait? On va le refaire peut-être. Non, oui, voilà, attendez. Voilà. Parce que je sais qu'il m'avait mis deux estimations, deux prédictions, ce petit con. Parce qu'en fait, il m'avait déduit des actions. Alors que moi, je les avais pas déduits. Hop. Non, mais on va repasser carrément tout en bas. Ça ne me plaît pas. Donc alors attendez, croissance des BPA, voilà, on est là. Et on va le refaire en direct, voilà. On va le refaire directement. Parce que je sais qu'il m'avait fait deux estimations. Hop, ok, un problème est survenu. On va passer en rapide. Mais vous allez voir qu'on normalement on arrive à plus de 11%, on doit être quasiment je crois à 12% des bénéfices par action. Mais en gros ce prompt, je vais vous le mettre en description de la vidéo et vous pourrez le réutiliser pour chaque entreprise. Il suffira de changer votre estimation de la croissance du CA, votre estimation de la marge nette et votre estimation des actions sur la période. Et vous aurez votre propre prévision des bénéfices par action. Donc hop, on arrive là. On arrive voilà, avec un CAGR de bénéfices par action de 12% estimé. C'est exactement ça, ouais, voilà. Hop, on arrive, la croissance du BPA en CAGR est de 12% par an. Voilà comment je trouve moi ma valorisation et voilà comment je trouve mes prévisions. Je vais pas, on peut regarder hein, sur, on a un, il me semble que sur résultat, voilà, vous avez des prévisions de CA de 17%. J'ai été ultra conservateur en prenant 12. On a des prévisions des EPS de 18% en lot. On a été très conservateur. Mais vaut mieux toujours être conservateur. Je me mets à 11%. Vous allez me dire comment tu trouves le multiple final de 28. Hop, on va aller dans le PER. On voit que depuis 2006, Microsoft s'échange avec une médiane de 25. On va, hop, passer en 2020. On va dire que depuis 2010, pardon, depuis 2010 et pas 2020. Depuis 2010, il y a eu vraiment des nouveaux segments. Il y a eu la branche gaming, même si elle était là un petit peu avant, qui a pas mal rapporté de pognon. Il y a la branche aussi cloud qui n'existait pas avant. Donc plus vous avez de segments dans une société, plus vous allez pouvoir avoir un PER haut, parce que vous avez plusieurs sources de revenus. Donc vous pouvez estimer la société avec un PER plus élevé. On a une médiane de 27,47. Moi je pense que si le projet de la robotique marche, avec aussi le projet des voitures autonomes, de la conduite autonome, je pense qu'on peut raisonnablement avoir un PE de 27 ou de 28. C'est pas déconnant du tout, horizon 5 ans. Donc si je fais ça, on a un prix juste de 444 $. Et je vous dirai après si j'en ai acheté. Spoiler, je peux vous dire déjà que oui. Et on a surtout un prix actuel de 430 $. Donc on a 14 $ de différence, on a une petite marge de sécurité. J'ai pas mis toute mon allocation dans ce que je veux comme part de Microsoft pour mon portefeuille. Et je vais plutôt rentrer en plusieurs fois, mais on a un prix qui est très intéressant. Actuellement, tu achètes Microsoft à 24 fois en PE forward, à 24 fois les bénéfices. Tu as un PE actuel de 26. Pour moi, c'est vraiment une action qui a à regarder en ce moment. Sur 3 ans, quand on regarde les droites de régression, on voit qu'on est largement en dessous. On est quasiment à la même droite de régression que quand il y a eu le mini crack d'avril. Donc pour moi, Microsoft, oui. Il y a une part d'incertitude avec ChatGPT. Parce que ChatGPT fait grossir le segment d'Azure très vite, alors que sans lui, il grossirait moins vite. Mais au final, on voit le segment d'Azure, les data centers, ils vont être utiles. Ils vont être utiles pour tout un tas de choses qu'on a déjà vues quand on a analysé les segments. Et pour moi, c'est pas du tout une crainte. Et en étant conservateur sur une croissance estimée, sur un multiple final, on peut le baisser aussi. C'est pour ça que j'ai pas mis tout mon pognon. Si on est ultra conservateur, allez, on se met sur un multiple final de 25. On a envie de payer 25 fois les bénéfices pour Microsoft. Alors que on a regardé un petit peu tous les segments, on voit que la société, ça va être une bête féroce. Ça va être vraiment la pieuvre que c'est déjà actuellement, mais version sous stéroïde, la pieuvre. Et qu'on se dit, allez, on la paye à 25 fois les bénéfices, on a un prix juste à 397 $ pour faire du 12% par an, un rendement cible de 12%. Si je l'achète actuellement à 430, je ferai du 10. Mais plus l'action va se rapprocher des 400 $, pardon, plus je vais pouvoir mettre une grosse allocation pour le poids que je veux qu'elle ait dans mon portefeuille. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on se met par exemple un prix juste à 390 $, le marché sur 6 mois, sur un an, il peut être complètement fou. Il peut faire que Microsoft arrive à 340 $.
mais j'en ai rien à faire. Parce qu'en fait, moi, je dormirai bien. J'ai analysé la société, j'ai fait mon deep dive, je sais les forces, je connais les faiblesses. Après, le marché sur un an, il est irrationnel. Personne ne peut timer le marché, on n'en sait rien. Peut-être que Microsoft va largement descendre. Peut-être qu'il y aura des points d'entrée encore plus intéressants. Mais j'ai fait mon boulot, j'ai fait mon deep dive. Moi, maintenant, j'ai investi sur la boîte, je peux vous le dire. J'ai pas investi gros, j'ai pris que 2 nouvelles actions à 430 $, il me semble. On peut aller. Alors, on peut pas les voir parce que je peux pas vous les montrer sur 2 gyros. Je vais pas vous mentir pourquoi. Parce que bah, le 2 gyros, il fait une petite maintenance, le frérot. Donc, je peux. J'en avais déjà, hein. J'en avais déjà un peu. Il me semble que voilà, j'avais 2 actions, quasiment à un PRU de 420, je crois, donc j'ai racheté à 430, j'ai pas forcément fait baisser mon PRU. C'est une action que j'ai dans ma watchlist, je vais regarder précisément ce qu'elle va faire dans les mois qui arrivent. On a un nouveau patron de la Fed qui arrive, ça peut bouger sur les marchés. J'ai toujours 10% de mon portefeuille en cash. Si jamais il y a besoin de faire des ajustements, s'il y a besoin de faire des soldes, on les aura. On aura du cash, on pourra le faire. Maintenant, encore une fois, c'est pas une recommandation d'achat. C'est pas, je suis pas là pour faire, je suis pas c'est pas un conseil financier. Chaque personne doit faire sa propre stratégie. Mais voilà, moi j'ai repris 2 actions Microsoft. Je vais essayer de faire monter la position aux alentours de 12 à 13% pour Alibaba, pour Tencent, pour Meta. Donc je vais pas réduire les autres positions. Je vais tout simplement augmenter Ferrari à terme. Je vais augmenter aussi Ferrari Microsoft. J'augmenterai pas Google, elle est trop chère. Si ça vient à baisser, pourquoi pas. Et BYD, je vais voir ce que je vais faire si je augmente ma position ou pas. Et après, j'ai comment dire, j'ai des actions, notamment dans un onglet entre guillemets dividendes de mon portefeuille. Mais je vais tout dévoiler sur la perf du portefeuille en février. Nous, on va partir hop sur le petit résumé. On peut voir que mon CAGR sur 2 ans, il est de 24%, ça fait du 12% par an sur mon portefeuille. J'explose pas le S&P 500, c'est pas le but, mais au moins j'ai un bon petit, j'ai une bonne petite performance. Et j'ai fait des erreurs, je vous les montrerai dans mes poches de portefeuille. Mais voilà ce que je pouvais dire. N'hésitez pas, encore une fois, j'étais assez long, mais on est parti sur un deep dive complet de la société. Je pense que je suis quasiment le seul en France à faire un deep dive aussi profond, gratos, que vous pouvez retrouver sur tous vos écrans gratuitement avec le lien que vous avez dans la description. N'hésitez pas à m'aider à me faire connaître, à partager la chaîne sur les réseaux sociaux, à aider à faire grossir cette chaîne. C'était Logic Invest. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel deep dive vous souhaitez que je fasse. Je vais essayer d'en faire un par semaine sur des sociétés qui vous intéressent. C'était Logic Invest. Portez-vous bien. Ciao, ciao.